19e siècle, des femmes montréalaises doivent s'associer pour prendre leur place dans un contexte où le clergé cherche à contrôler l'action publique. On le sait, le rôle social du clergé, c'est pas seulement celui d'organiser les activités religieuses, c'est aussi de participer à l'organisation sociale. Un de leurs rôles, c'est de récolter l'aumône qui est distribué par les paroissiens les plus riches et de le redistribuer aux plus pauvres de leur paroisse. Donc, ils s'occupent de redistribution d'argent. À Montréal, les prêtres se retrouvent en nombre insuffisant pour remplir leurs différentes tâches. Un d'entre eux, nommé Patrick Phelan, va avoir une idée, celui de monter une association de dames laïques. Ça, ce sont des dames qui ne sont pas religieuses, mais ce sont quand même des catholiques, donc ça n'a pas la même signification qu'aujourd'hui. Et le rôle de ces dames-là va être d'aider les prêtres à identifier les besoins. Alors, les prêtres voient vraiment ces associations-là comme un support, un soutien de plus. Ce sont les yeux et les oreilles des prêtres. Mais la première association Dames de Charité de Montréal, fondée en 1827, la Société des Dames de Charité, va aller beaucoup plus loin. Ces dames sont issues des familles les plus riches ou les plus populaires de Montréal. Ce sont les femmes, les filles et souvent les veuves des médecins, des avocats, des notaires, des grands commerçants, des hommes politiques. Ces dames-là ont une vision qui dépasse de loin les attentes du clergé. Elles vont fonder leurs propres œuvres de charité. La plus célèbre d'entre elles, Émilie Gamelin, a une place qui est dédiée à son nom à Montréal, tout près de l'UQAM. Ces femmes-là, à travers les associations de charité, vont se faire connaître de Montréal, apprendre à connaître Montréal, autant les riches que les pauvres, et vont devoir se tailler une place. Pour y parvenir, elles vont devoir rester associées. À titre individuel, souvent le clergé va vouloir encadrer et souvent prendre le contrôle de leurs activités. Ces associations-là vont fonder parmi les plus impressionnantes et les plus originales des œuvres de charité du 19e siècle. Elles vont fonder l'œuvre de la soupe, qui est l'ancêtre de la soupe populaire. C'est une œuvre qui est non discriminatoire. Tout le monde qui a faim peut venir récolter sa soupe, qui est distribuée 2 fois par semaine. Elles vont fonder un bureau d'enregistrement pour les servantes, les jeunes filles qui vont en service. Donc, ce sont des jeunes femmes qui viennent de la campagne et qui cherchent un poste de servante à Montréal. Et ces femmes-là vont les aider à trouver un emploi qui est bien rémunéré, avec des maîtres qui ne les maltraiteront pas, parce qu'il y a eu beaucoup de cas d'abus à Montréal. Et évidemment, sans doute, au 19e siècle, une servante n'a aucun recours légal pour pouvoir se protéger. Si elle n'est pas contente de ses maîtres, elle se retrouve à la porte et c'est tout. Alors, ces dames-là essaient de protéger ces femmes-là. Elles vont également fonder une œuvre pour les femmes qui sortent de prison. Donc, les anciennes prisonnières, qu'on appelle souvent les filles repenties. Donc, oui, ce sont des femmes issues de la bourgeoisie, mais ce sont des femmes qui s'intéressent aux autres femmes qui viennent de milieux beaucoup moins nantis. Parmi les différentes œuvres qu'elles vont fonder, en dépit de celles qui sont originales, elles vont aussi s'intéresser au traditionnel, si on peut dire, la veuve et l'orphelin. Émilie Gamelin, que j'ai déjà mentionné, va fonder chez elle un refuge pour personnes âgées et infirmes qui n'ont aucun soutien familial à Montréal. Donc, elle va accueillir des femmes âgées chez elle, leur offrir un toit, les nourrir et s'en occuper. Les dames de charité, Émilie Gamelin compris, sont des femmes qui sont motivées par la foi catholique. Elles cherchent à faire la charité, pas seulement pour aider leurs prochains, mais aussi pour gagner leur ciel. Donc, c'est pas seulement un don unilatéral, c'est aussi un échange réciproque. Alors qu'elles donnent dans cette vie pour différentes personnes, elles espèrent gagner une meilleure vie dans l'au-delà. Et c'est probablement comme ça que Patrick Phelan et les autres membres du clergé réussissent à les encourager sur cette voie-là. Donc, les prêtres, au début, vont certainement encourager ces associations-là. Mais très rapidement, ils vont vouloir que ce soit des congrégations religieuses qui prennent le relais. Et progressivement, ils vont tenter, pas nécessairement d'écarter les dames laïques, mais disons de changer leur rôle. En 1832, il y a une épidémie de choléra qui éclate à Montréal. Cette épidémie-là va décimer une bonne partie de la population de Montréal, faire beaucoup de dommages. Malgré les risques de contagion, les dames de charité vont se partager la ville et visiter les foyers un par un pour identifier les besoins.
Ce sont elles les premières intervenantes au cours de cette épidémie-là. Et au terme de cette épidémie-là, elles vont décider de spécialiser leur intervention. Elles ne s'intéresseront à partir de ce moment-là qu'aux orphelins. Plus encore, elles vont vouloir fonder le premier orphelinat catholique de Montréal, qui va s'appeler l'orphelinat catholique romain. Émilie Gamelin, de son côté, va continuer son refuge pour femmes âgées. Dans les deux cas, ces femmes-là se retrouvent devant un problème légal. Une femme au 19e siècle ne peut pas acheter un établissement pour le vouer, par exemple. Elle ne peut pas acheter un établissement et en faire un orphelinat. Elles ne peuvent pas engager un personnel. Elles ont beaucoup de restrictions. Elles vont devoir se battre et, à travers leurs associations, faire entendre leur voix au Parlement. Et en 1841, elles vont réussir à obtenir leur acte d'incorporation. Ça, c'est une loi qui leur donne le droit d'être propriétaire d'un bâtiment, de l'administrer, d'avoir des revenus pour cet établissement-là et de faire des dépenses, d'engager un personnel, de fixer les règlements. À ce titre, elles deviennent des administratrices et elles sont carrément des iconoclastes pour leur époque. Elles sortent complètement de l'ordinaire parce qu'elles font ce que des femmes normalement ne peuvent pas faire. Plus encore, dans leur acte d'incorporation, autant pour l'association d'Émilie Gamelin que pour celle de l'orphelinat, il y a une disposition qui est très étrange. Il est écrit que ces femmes n'ont pas besoin de l'appui de leur mari pour participer à leurs activités, nonobstant toutes les autres lois. Il faut bien comprendre qu'au 19e siècle, une femme mariée ou une fille, et là ça sera vis-à-vis de son père, est complètement soumise à l'autorité d'un homme. Mais dans le cas de ces deux associations de charité-là, les législateurs décident de passer outre et de donner liberté à ces femmes-là. C'est donc un grand acquis pour ces associations-là. Ce ne sont pas des associations qui manifestent, elles ne cherchent pas à revendiquer les mêmes droits pour toutes les femmes, mais elles ont au moins gagné cet acquis-là pour leurs femmes, pour leurs membres, donc pour les femmes qui en sont membres. C'est donc une particularité qui est assez ambivalente parce que sans nécessairement vouloir une liberté pour toutes les femmes ou des droits pour toutes les femmes, elles ont au moins acquis dans le secteur d'activité qu'est la charité un bon cadre de liberté. Elles vont pouvoir développer leurs institutions à l'intérieur de ce cadre-là. Très rapidement, le clergé, à partir des années 1840, va vouloir amener des congrégations religieuses à s'installer au Québec. C'est ce qu'on va souvent appeler le renouveau religieux. Le nombre de religieuses va augmenter rapidement, surtout à Montréal. Dans le cas du refuge d'Émilie Gamelin pour les personnes âgées, il va être confié à une congrégation religieuse fondée à Montréal, les Sœurs de la Providence. La fondatrice, Émilie Gamelin, va décider de rejoindre les Sœurs et de devenir leur première mère supérieure. Ça, c'est un moment de l'histoire qui est difficile à déterminer, à bien comprendre. Est-ce que c'est une tentative pour le clergé d'écarter cette femme-là du pouvoir ou au contraire, c'est pour confirmer son pouvoir, mais dans un cadre religieux? Ça reste encore à déterminer. Toujours est-il qu'Émilie Gamelin va réussir à garder le contrôle sur son établissement, mais elle se retrouve dans une drôle de situation. Elle est au début à la fois présidente de l'association qui possède l'établissement et qui administre l'établissement, et elle est mère supérieure des religieuses qui sont le personnel de l'établissement. Le clergé cherche à faire en sorte que les dames laïques changent de nom. Elles ne seront plus des administratrices, elles seront ce qu'on appelle des dames patronesses ou des dames auxiliaires. Donc, ils cherchent à mettre les femmes laïques au service des religieuses. Pourtant, et surtout avec Émilie Gamelin à leur tête, les Sœurs de la Providence vont continuer à honorer les dames laïques. Elles vont leur organiser des fêtes religieuses réservées. À chaque année, elles vont faire un rapport annuel, comme si les dames laïques étaient toujours administratrices, et continuer de conserver la position des laïcs et faire un partenariat. Donc, en dépit du désir des prêtres de voir la religion organiser la charité, on voit parmi deux groupes de femmes, les religieuses et les laïcs, une espèce d'association, un rapprochement, un début de relation qui va faire en sorte que ce sont vraiment les femmes qui organisent la charité. C'est pas étonnant que plus tard, au 20e siècle, on va décrire la charité comme étant un domaine strictement féminin, ou du moins majoritairement féminin, ce qui est encore le cas aujourd'hui à bien des égards.
De leur côté, parce que dans le cadre de mon mémoire, j'analyse deux associations, celle d'Émile Gamelin et celle de l'orphelinat catholique. De leur côté, les dames qui organisent l'orphelinat vont garder l'administration de leur orphelinat jusqu'à très tard au 19e siècle, jusqu'en 1889. Donc, à la fin du 19e siècle, elles vont décider, à leur tour, de confier leur orphelinat aux congrégations religieuses. Ça m'a amené la question, est-ce que les dames de charité voulaient que ce soit des religieuses qui prennent en charge leur institution? Et il semble que oui. Encore une fois, il ne faut pas oublier que ce sont des dames croyantes, pratiquantes, et elles ont de toute évidence confiance envers les sœurs. Tout au long du 19e siècle, les sœurs s'occupent de charité et les dames de charité s'occupent de charité, donc évidemment un rapprochement était inévitable. Elles se sont amenées à tisser des liens, à organiser plusieurs activités ensemble et éventuellement c'est devenu une relation de confiance. Les dames laïques ont pris la décision de laisser les sœurs prendre le pas. Donc, ce n'est pas une histoire durant laquelle le clergé a écarté les femmes de l'administration des œuvres de charité. C'est vraiment une histoire durant laquelle des femmes organisent la charité avec le support des prêtres et éventuellement, ce sont les femmes religieuses qui vont prendre le pas, mais avec l'accord des femmes laïques. Et ça, c'est une des choses que j'essaie de démontrer dans mon mémoire. Si vous voulez voir la démonstration complète, je vous encourage vivement à le lire. Je l'espère en tout cas. Et tout au long de cette histoire, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont des femmes qui viennent des milieux les plus nantis. A priori, elles n'ont pas besoin de s'occuper des autres. Évidemment, il y a l'aspect charitable qui existe, mais il y a aussi cet aspect-là de l'association qui permet aux femmes d'avoir une voix et de prendre une place. Ce qui est intéressant, c'est que le clergé les encourage à prendre cette place-là dans la mesure où ça sert leur intérêt. Et à partir du moment où le nom de ces femmes-là est connu, où est-ce qu'on reconnaît les administratrices de l'orphelinat catholique, où on reconnaît Émilie Gamelin, elle aura d'ailleurs plusieurs surnoms reliés à la charité, on va l'appeler la Providence, elle va aussi obtenir le nom de l'ange des prisonniers. Lorsque cette femme-là devient tellement connue, on voit que les prêtres commencent à vouloir s'attacher à cette gloire-là. Ils vont s'attacher à cette gloire-là à l'aide de congrégations religieuses qui sont féminines. Et c'est ça qui est particulier, parce que tout au long de l'histoire de la charité à Montréal au 19e siècle, les femmes ont toujours été au devant des hommes. Et la question qui reste à se poser, c'est est-ce que les prêtres voulaient vraiment écarter les femmes ou au contraire voulaient les encourager? Bien, c'est simple. Ils sont prêts à les encourager dans la mesure où ces femmes-là sont dans la religion et sont catholiques. Et tout au cours du 19e siècle, d'autres auteurs l'ont étudié, c'est bien connu, c'est à ce moment-là que la religion catholique va vraiment devenir quelque chose de très, très carré, de très établi et d'inévitable, si on peut dire, chez les Canadiens français. Donc, ces femmes-là, en voulant prendre leur place, ont aussi participé à augmenter le renom de la religion et à mieux affermir le contrôle du clergé sur la population canadienne-française. C'est donc à la fois une histoire de dépendance et de relation. C'est une histoire de pouvoir, mais c'est aussi une histoire d'entraide, mais c'est d'abord et avant tout une histoire de charité et de générosité. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Merci.